Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne Canto et je suis chercheuse à l'INRIA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'INRIA. C'est un institut de recherche public comme le CNRS, qui a exactement le même statut, mais qui est spécialisé en informatique et en mathématiques appliquées. Donc, en tout ce qui est calcul numérique. Et donc, je travaille dans une équipe de recherche qui s'appelle Secret. Et c'est le domaine de recherche de cette équipe, c'est la cryptographie. Donc ce que je vais essayer de vous faire en une demi-heure, rapidement, c'est de vous expliquer un petit peu quels sont les problèmes qu'on se pose en cryptographie à l'heure actuelle. Et puis aussi, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de comment on travaille, comment on fait pour concevoir des nouveaux systèmes cryptographiques qui sont sûrs. Alors, je vais vous parler d'un seul problème. La cryptographie peut résoudre, s'intéresser à un certain nombre de problèmes. Il n'y en a pas qu'un. Ça, c'est le principal, c'est celui qui a toujours intéressé les cryptographes depuis l'Antiquité. C'est le seul dont je vais vous parler ici. C'est le but, donc un des buts de la cryptographie, c'est de protéger la confidentialité de l'information. Ça peut être les communications, ça peut être de l'information qui est stockée. Donc le modèle typique, c'est vous avez deux interlocuteurs, Alice et Bob. On les appelle toujours Alice et Bob en crypto parce que A et B, on trouve ça un peu triste. Donc ils s'appellent toujours Alice et Bob. Et Alice veut envoyer un message qui est sensible à Bob. Et donc elle n'a pas envie que quelqu'un écoute le canal de communication sur lequel sur lequel transite ce message. Elle veut pas que cette information sensible parvienne aux oreilles d'un utilisateur qui n'est pas légitime. Alors quand on décrit ce problème-là et qu'on essaie d'imaginer des domaines d'application, des champs d'application, des cas de figure où ce problème se pose, les gens en général ils pensent, surtout après l'affaire Snowden, ils pensent essentiellement à des informations sensibles qui sont des informations militaires ou qui sont des informations du plus haut niveau de l'État. Donc typiquement, les choses auxquelles pensent les gens, quand je fais un schéma comme ça, c'est quand Angela Merkel se sert de son téléphone portable et que ses amis américains écoutent son téléphone portable. Voilà, ça c'est un cas de figure où on a envie de protéger la confidentialité de l'information et où on va devoir utiliser de la cryptographie. Alors souvent, les gens qui ne connaissent pas bien le domaine, souvent, ils imaginent que c'est vraiment ça, le champ d'application de la cryptographie. Les informations sensibles, c'est des informations militaires ou bien ce sont des informations gouvernementales. Et en fait, les gens ne pensent pas à eux en général. On dit, mais attendez, il n'y a pas que ce type-là d'information qui est sensible. Vous avez des informations sensibles sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Alors quand on dit ça aux gens, ils réfléchissent et puis ils disent « Ah oui, c'est vrai, par exemple quand je me connecte à ma banque sur Internet ». Ouais, quand on se connecte à sa banque sur Internet, c'est vrai, il y a un peu d'informations sensibles, il faut un peu de sécurité, mais en fait, c'est pas vraiment le problème. La sécurité, les banques, la sécurité, ça les intéresse pas trop, pour une raison simple, c'est que les banques, elles ont des assurances. Et donc, quand il y a une transaction frauduleuse qui est faite sur Internet, les banques, elles sont assurées. Et puis, ce que ça leur coûte, c'est de l'argent. L'assurance, ça coûte de l'argent. Donc, elles sécurisent pas tellement. Elles sécurisent à une certaine hauteur. Elles font un compromis entre ce qu'elles vont payer en assurance et la fraude, la quantité de fraude qu'il va y avoir. Donc, les banques s'intéressent un peu à la sécurité, mais ce n'est pas les gros demandeurs de sécurité. Nous, on travaille rarement avec les banques. Les banques, elles utilisent des standards. Ce n'est pas tellement leur problème. Par contre, vous avez de l'information, vous détenez de l'information qui est beaucoup plus sensible que des informations de type bancaire. Un type d'information qui est hyper sensible, c'est celle-là, et que tout le monde a, c'est les informations médicales, les informations de santé. Typiquement, de plus en plus, les informations médicales des gens, elles sont hébergées sous forme numérique. Par exemple, quand vous allez faire une analyse d'une prise de sang dans votre labo, le labo médical, en général, il héberge tous les résultats, ou encore plus quand c'est de l'imagerie. Il héberge ça chez un fournisseur et qui doit quand même sécuriser cette information. Ça, c'est une petite capture d'écran du projet du serpent de mer qu'on nous promet depuis 15 ans, je crois, qui s'appelle le dossier médical personnel, où chaque Français aurait un dossier informatisé sur lequel on hébergerait toutes ses données médicales.
Alors ça, c'est super parce que vous imaginez, vous allez chez un médecin, votre médecin, il peut aller regarder, il a tout l'historique de vos radios, vous n'avez pas à stocker ça chez vous. Si il vous arrive quelque chose, vous arrivez aux urgences, tout de suite aux urgences, ils peuvent se connecter sur votre dossier et ça peut éviter effectivement plein de problèmes, des gens qui prennent des médicaments incompatibles et tout ça. Donc ça a l'air super, évidemment, à condition d'être sécurisé. Et pourquoi on considère que dans le monde, les informations médicales, c'est les informations pour lesquelles les gens sont prêts à payer le plus, à mettre en œuvre le plus de moyens pour les pirater? Parce qu'on peut faire plein de choses avec des informations médicales. Par exemple, la chose à laquelle on pense en premier en général, c'est on peut imaginer que quelqu'un qui veut essayer de pirater un serveur qui contient des informations médicales parce qu'il a envie d'accéder à des données de quelqu'un de célèbre, ou du président de la République, ou je ne sais pas qui. Bon, ça, c'est peut-être pas très compliqué parce qu'on se dit s'il y a quelques dossiers médicaux à protéger, on peut peut-être y arriver. Par contre, le problème, c'est ce qui se passe si quelqu'un veut essayer, et ça c'est souvent le cas, d'accéder à un grand nombre de données de gens comme vous et moi, qui ne sont pas le président de la République ou un chanteur célèbre. Pourquoi on peut avoir envie de faire ça? Je ne sais pas, si on est une compagnie d'assurance, par exemple. Si vous êtes une compagnie d'assurance, vous avez peut-être envie de savoir si parmi les gens qui vous assurez, dans leur famille, il y a eu des maladies graves. Si vous êtes un employeur, vous pouvez avoir très envie de savoir, quand vous embauchez quelqu'un, si cette personne a eu des maladies graves ou des choses comme ça. Donc vous pouvez avoir envie de faire ça, d'accéder à ces données, même si les gens qu'elles concernent sont anonymes, et vous pouvez essayer de croiser les fichiers. Et puis, vous pouvez faire des trucs rigolos aussi. Même si ces données sont anonymisées, vous pouvez imaginer que vous êtes une compagnie pharmaceutique et puis que vous avez envie de masquer le fait que tous les patients qui ont pris un certain médicament, qui commence par un M et qui finit par un R, ils ont tous développé une certaine pathologie. Donc, vous pouvez avoir envie, c'est pas votre problème de savoir l'identité de ces patients. Votre problème, c'est de trouver ces patients en question et puis d'aller trafiquer un petit peu les données. Et comme ça, quand on fait des statistiques et puis l'épidémiologie, ça ne va pas se voir. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons, et il y a plein de gens qui pourraient avoir intérêt à pirater des données de santé de façon diverse et variée, et pas seulement les données de santé de personnes célèbres. Et c'est un des exemples de données qui sont ultra sensibles et pour lesquelles on a vraiment besoin de sécurité, et en particulier de protéger la confidentialité des données. Donc ça, c'était le problème. Et donc les cryptographes, depuis longtemps, disent pour protéger la confidentialité des données, on a une solution. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle un algorithme de chiffrement. Donc revoilà Alice et Bob. Qu'est-ce que c'est un algorithme de chiffrement? Eh bien, c'est un algorithme qui vient en deux morceaux. Ce qu'on appelle le chiffrement et son miroir, le déchiffrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez ce petit dessin, on a l'information, le message que Alice veut échanger avec Bob. On appelle ça le texte clair en cryptographie. Donc c'est le texte normal. Et que va faire Alice? Elle veut transformer ce texte clair en ce qu'on appelle le texte chiffré, c'est-à-dire quelque chose qui va être illisible, incompréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'aura pas de secret. Et donc ce texte chiffré, là, c'est ce petit c, c'est celui qui va transiter sur le canal de communication qui n'est pas sécurisé. Et donc pour transformer le message clair en un message chiffré, Alice va utiliser ce qu'on appelle un algorithme de chiffrement. Et c'est une boîte noire que j'appelle E parce que on dit encryption en anglais, donc c'est pour ça qu'on la note E en général. Et puis Bob, lui, quand il va recevoir ce texte qui n'est pas intelligible, ce texte chiffré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer dans la moulinette inverse, qui est le déchiffrement, et il va récupérer l'information de départ. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc, je vous dis, depuis l'Antiquité, on sait faire des choses comme ça. On a fait des choses comme ça, en tout cas. Et donc, ce qu'on a fait, vous avez tous joué avec ça, des codes secrets, des choses comme ça. Ce qu'on a fait pendant très très longtemps, c'était que ces fonctions de chiffrement et déchiffrement, c'était des fonctions secrètes. Les gens, ils avaient des gros livres de code, et puis ils savaient qu'il fallait remplacer tel mot par tel autre. Et le secret, la sécurité reposait sur le secret de ce livre de code. Et donc on a fait ça pendant très très longtemps, en fait jusqu'à la fin du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, il y a un linguiste hollandais, mais qui a travaillé en France, qui s'appelle Kerckhoffs, qui a été missionné par l'armée française pour décrire quelles devaient être les bonnes propriétés
d'un bon système de chiffrement pour l'armée. Pourquoi on a fait ça à la fin du 19e siècle? Et bien parce qu'à l'époque, on s'est rendu compte que donc, les militaires qui chiffraient les données, eh bien, ils avaient ces gros livres de code qui leur servaient à remplacer un mot par un autre, suivant un certain processus. Et donc la stratégie militaire à l'époque était très simple. Quand une bataille commençait, le premier truc à faire, c'était se précipiter dans le champ de bataille, sur la personne en charge des transmissions pour récupérer le livre de code. Et une fois que le livre de code avait été piqué, c'était fini. Il n'y avait plus du tout de sécurité, c'est-à-dire tout le secret était aux mains de l'ennemi et c'était foutu. Donc en fait, ça servait plus à rien. On s'amusait à faire des codes secrets hyper élaborés avec des livres de code hyper compliqués, de plus en plus complexes. Mais un livre de code, ça se changeait pas comme ça parce que toute l'armée, toutes les compagnies avaient le même livre de code, donc il fallait redistribuer un livre de code à tout le monde. Et donc c'était un truc qui était infaisable. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à se préoccuper du problème en disant ça c'est vraiment plus possible. Et donc Kerckhoffs a beaucoup étudié les systèmes cryptographiques et il est arrivé à la conclusion suivante. Sa conclusion, ça a été, si on veut un bon système cryptographique, c'est un système qui ne doit pas exiger le secret. Et ce système doit sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la façon qu'on a de chiffrer les données, de transformer les données, cette façon-là, elle doit être publique. Tout le monde doit la connaître. Il dit même, je ne l'ai pas écrit ici, mais il dit même, et pour que ce système soit bon, eh bien, il faut qu'il ait été enseigné dans nos écoles militaires, que tout le monde l'ait regardé, que tout le monde ait essayé de vérifier qu'il soit bon pour qu'on s'accorde, tous, pour dire c'est un bon système. Bon, alors il faut quand même un secret quelque part, sinon si tout le monde sait déchiffrer, ça va pas, ça sert pas à grand chose. Et donc, ce qu'explique Kerckhoffs, c'est que ce secret, ça doit être quelque chose qu'il appelle une clé, qui doit pouvoir être communiqué et retenu sans note écrite, et changé et modifié régulièrement. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un système de chiffrement, eh bien, tout doit être public, sauf quelque chose qui est très facile et qu'on peut retenir. Ça ne doit pas être la façon dont on transforme les données, qui doit être secrète, mais ça doit juste être quelque chose qu'on peut changer facilement. Donc typiquement, on pourrait penser à un mot de passe, ou quelque chose qui fait de l'ordre, ou une phrase de passe, ou quelque chose comme ça. Alors ça, ces principes de Kerckhoffs, nous cryptographes, on passe notre vie à les répéter, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent pour qu'un système soit sûr, il faut qu'il soit secret. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Pourquoi c'est jamais une bonne idée? D'abord parce que imaginez qu'un système qui est déployé, qui est utilisé par beaucoup de gens reste secret, c'est quelque chose qui est complètement illusoire. Et un des derniers exemples en date, il y en a plein d'autres, mais vous savez, les industriels souvent aiment beaucoup à garder des systèmes propriétaires et ils pensent que leur système il est super bien parce qu'il n'y a personne qui le connaît. Et puis ils oublient que le système il est implémenté par des gens et qu'en fait il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et donc un exemple en date célèbre, qui est assez ridicule, c'est le système de chiffrement du GSM. Il y a quand même des gens, dont des gouvernements, des États, qui ont décidé qu'on n'allait pas dire ce qui était utilisé comme système de chiffrement dans le GSM et que personne ne le saurait jamais. Ce qui est, quand on imagine combien il y a de GSM qui sont dans le monde, combien il y a de gens qui ont vu passer les spécifications de ce système, c'est quand même assez drôle. Et évidemment, ça a fini peu de temps, vous voyez, 1998, par l'arrivée sur Internet une implémentation pédagogique de cet algorithme de chiffrement par des collègues américains. Et alors, évidemment, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des algorithmes comme ça, propriétaires, dont on dit ils sont super forts, ils sont très sûrs parce qu'on ne les connaît pas. Une fois qu'il a été publié, tout le monde a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans cet algorithme et puis il a été cassé immédiatement. Immédiatement, on a démontré qu'il n'était pas sûr. Donc tout ça pour dire qu'un système dont on vous dit il est super sûr parce que personne ne le connaît, c'est méfiance. Ce qui est vraiment sûr en général, c'est un standard que tout le monde a regardé depuis 10 ans, c'est que personne n'a réussi à casser et là vous pouvez vous dire, je peux commencer à avoir confiance en un système comme ça. Un système que personne n'a jamais regardé, en général c'est pas un bon système. Donc, pour résumer là sur mon petit dessin ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bob, le déchiffrement, cet algorithme de déchiffrement qu'a Bob, qui va transformer le texte chiffré en texte clair, il est public, tout le monde le connaît, sauf un petit paramètre qui est la clé de déchiffrement de Bob. Et donc Bob a une clé de déchiffrement qui est secrète, et donc Alice va avoir besoin d'une clé qui lui correspond, qui est la clé de chiffrement. Et bien sûr, il faut toujours que les deux algorithmes soient inverses l'une de l'autre.
l'un l'autre. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie de faire en cryptographie. Quand on essaie de faire un algorithme de chiffrement, moi c'est ce que je fais dans mon travail, c'est trouver des bons algorithmes E et D, des bonnes fonctions, qui aient cette propriété-là et qui offrent une bonne sécurité. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut que ça soit sûr, il faut que ça garantisse une bonne sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit ce que j'entendais par là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un algorithme de chiffrement est sûr? La première personne qui a défini formellement ce que c'était la sécurité, c'est Claude Shannon, c'est le père de la théorie de l'information. C'est quelqu'un qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui a essentiellement travaillé, qui a commencé ses recherches pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est la personne qui a fait théoriser tout ce qui était correction d'erreurs, compression et cryptographie. Et donc Shannon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini la notion de sécurité parfaite. Et voilà. Il est possible de construire un système de chiffrement qui offre une sécurité parfaite. En voilà un exemple. Ce chiffrement, il est connu depuis très longtemps. Vous voyez, c'est 1917. Ça s'appelle le chiffrement de Vernam. Et c'est un chiffrement qui a été inventé en même temps que les téléscripteurs, les télégraphes. Donc, comment ça marche? C'est hyper simple. Vous avez un message clair, donc il y a une suite. Là, en général, maintenant on l'écrirait en binaire, une suite de 0 et de 1. Là, je vous l'ai écrit avec des lettres, ça marche pareil. Donc, vous voyez, système incassable. Et qu'est-ce que je fais? En cryptographie, on manipule pas des lettres, on manipule des nombres parce que c'est plus facile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les lettres par des nombres. Donc, c'est pas dur, on les numérote de 0 à 25. Donc, vous voyez, le A c'est 0, le B c'est 1. Jusque le Z, qui est 25. Voilà, donc je remplace les lettres par des nombres et je veux chiffrer ce message, système incassable. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'une clé. Comment j'obtiens ma clé? Une clé, en général, c'est quelque chose qui est aléatoire, pour que les gens puissent pas le deviner. Et donc, qu'est-ce que ça va être ma clé? Ça va être une suite de lettres que je choisis au hasard. Donc, vous imaginez que pour chacune des lettres du message clair, je choisis un nombre au hasard entre 0 et 25. Donc, ou une lettre. Donc, vous voyez, ma clé, elle est ici. Donc, là, je l'écris sous forme de lettre. Là, je l'écris sous forme de nombre. Et comment j'obtiens le chiffré? C'est hyper simple. Je fais l'addition du nombre qui correspond au clair et le nombre qui correspond à la clé. Lettre par lettre. Donc, ici, par exemple, 18 plus 6, ça fait 24. Et donc, 24, ça correspond à Y. Alors, ici, 24 plus 21, comment je fais quand je dépasse 25? Je reviens à 0. D'accord? Donc, 24 plus 21, je fais moins 26, et ça me fait 19. OK? Donc, je fais comme ça, et ça me donne le chiffré. C'est ce chiffré que j'envoie à Bob. Et comment on fait Bob? Bob, il fait pareil, mais au lieu de faire une addition, il fait une soustraction. Il a la même clé, le même secret, et puis il prend le chiffré, et il enlève la lettre qui correspond à la clé. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que ce système, il offre une sécurité parfaite? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui voit passer, qui écoute le canal de communication et qui voit ce texte chiffré, il ne peut déduire aucune information sur le texte clair. Il ne peut rien savoir. Et pour vous donner un petit exemple, voilà. C'est donc le premier exemple, là, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est mon exemple où j'ai transmis système incassable avec la clé. Voilà le chiffré. Et vous voyez, en dessous, je vous ai mis un autre exemple. C'est le même chiffré. Et en fait, pour ce chiffré-là, il peut aussi correspondre au message clair, aucune information, pour une autre clé. Et en fait, étant donné un chiffré, vous pouvez toujours trouver une clé telle que ce chiffré correspond à n'importe quel message clair. Donc en fait, ce chiffré, il peut provenir de n'importe quel message clair. Il n'y en a pas un qui est plus probable que l'autre. Si votre clé elle a bien été choisie, bien générée aléatoirement, ce chiffré, il ne vous dit strictement rien sur le message clair qui a été transmis. Donc c'est ça, la sécurité parfaite, la sécurité inconditionnelle, c'est un système dans lequel le chiffré ne vous donne absolument aucune information sur le message clair. Le problème, c'est que Shannon, il a montré que tous les systèmes qui avaient une sécurité parfaite, ils nécessitaient d'avoir, exactement comme celui-là, une clé qui était aussi longue que le message à transmettre, qui était de l'aléa aussi long que le message à transmettre. Donc ça, c'est pas très pratique. Si vous êtes en train de transmettre de la vidéo, que vous avez besoin de chiffrer de la vidéo, et qu'avant, il faut que vous échangiez une clé avec quelqu'un qui est aussi longue que la vidéo que vous allez transmettre, c'est pas terrible.
Alors ça sert quand même, ça sert dans les transmissions diplomatiques par exemple, parce que les diplomates ils ont la valise diplomatique, donc la valise diplomatique ils peuvent la bourrer de suite de clés aléatoires, donc ils peuvent s'échanger des clés qui sont très très longues, mais dans la vraie vie c'est pas possible. La clé on a dit il faut que ça soit facile à échanger, il faut que ça soit facile à retenir, donc une clé c'est pas une suite comme ça énorme, c'est quelque chose c'est un mot de quelques lettres si vous voulez. En général on considère que c'est 128 bits ou 256 bits. Donc ces systèmes là dans la pratique, dans la plupart des applications, ils sont inutilisables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous retournez ce que je viens de dire, tous les systèmes qu'on utilise en pratique, aucun d'entre eux n'a une sécurité parfaite. Donc ils sont tous cassables. Théoriquement, on peut tous les casser. Donc n'importe quel système cryptographique qu'on utilise actuellement, c'est un système dans lequel, quand quelqu'un réussit à écouter le texte chiffré, eh bien ce texte chiffré, il contient de l'information sur le texte clair. Alors comment on évalue sa sécurité? Ce qu'on mesure, c'est quel est l'effort qui est nécessaire pour retrouver cette information. On sait qu'il y en a, on sait que c'est possible, théoriquement, de récupérer de l'information sur le texte clair avec ce message chiffré. La question, c'est combien ça coûte? Et donc c'est ça le travail du cryptographe. Le cryptographe, il doit évaluer cet effort. Donc c'est ce qu'on mesure, par exemple. Donc, combien de temps il faut pour casser le système? Donc, casser, ça veut dire, vous voyez le chiffré, vous essayez de retrouver le message clair, ou encore mieux, vous essayez de retrouver la clé. Et donc, c'est combien ça coûte en temps de calcul, en mémoire, combien quelle quantité de messages chiffrés il faut avoir récupéré pour pouvoir casser le système. Et donc, vous voyez, ce qu'on va dire, c'est, si on est sûr que pour retrouver le clair à partir du chiffré, il faut au minimum 20 milliards d'années sur autant d'ordinateurs qu'il y a d'atomes dans l'univers, on a beau savoir que le système n'est pas parfaitement sûr, c'est pas très grave. On sait que, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie de faire, on essaie de construire des systèmes pour lesquels on est capable d'évaluer le coût d'une attaque, donc le coût nécessaire pour casser le système. Alors comment on fait ça? Il y a deux façons, là encore c'est Shannon qui a expliqué qu'il y avait deux façons de faire. La première façon c'est, on va utiliser un problème dont tout le monde est bien convaincu qu'il est difficile. Et on va construire un système qui a une bonne propriété, qui est telle que si on veut le casser, il faut résoudre ce problème dont tout le monde est convaincu qu'il est difficile. Donc on se dit, voilà, quelqu'un qui va essayer de le casser, il ne va pas y arriver. Et puis la deuxième méthode, c'est, on va construire un système, et cette fois-ci, ce système-là, je vais essayer de le casser, je vais regarder de façon théorique toutes les méthodes que je pourrais avoir pour le casser. Je vais regarder leur complexité, combien ça coûte, quels sont les meilleurs algorithmes qui pourraient être utilisés pour les casser, et c'est ça qui va me permettre d'évaluer la sécurité. Donc je vais vous montrer rapidement deux exemples de ces deux techniques. Le premier, donc la première, c'est je prends un problème dont tout le monde est bien convaincu qu'il est dur, et je vais construire un système qui repose sur ce problème. Donc voilà, ça, vous avez peut-être déjà tous entendu parler de ça. Un problème difficile qui est souvent utilisé en cryptographie, qui est très célèbre, c'est le problème de la factorisation. Donc vous prenez un nombre qui est le produit de deux grands nombres premiers. En voilà un. Donc celui-là, il fait 232 chiffres, c'est-à-dire 768 bits. Et donc je vous dis, voilà, ce nombre, il est le produit de deux grands nombres premiers, c'est comme ça que je l'ai construit, à vous de trouver lesquels. Et ça, c'est dur. Les mathématiciens essaient depuis des siècles de trouver des techniques efficaces pour faire ça. Alors ça, c'est la limite de ce qu'on sait faire. Vous voyez, celui-là, il a été factorisé en 2010 par plusieurs équipes, dont des collègues de Nancy. Et ça leur a pris un temps de calcul qu'ils évaluent à 1500 ans sur un PC, plus un gros calcul à la fin qui nécessite une grosse machine massivement parallèle et qui est assez désagréable. Voilà, donc ça c'est le plus grand nombre de ce type-là qu'on ait réussi à factoriser. Vous voyez, c'est la limite de ce qu'on sait faire. Donc on se dit que des gens qui ont beaucoup de moyens, comme les services américains, peut-être ils arrivent à factoriser des nombres autour de 300 chiffres ou quelque chose comme ça, mais a priori personne, on imagine que personne s'est monté vraiment plus haut que ça. Voilà, donc c'est ce genre de problème mathématique difficile. C'est l'approche qui est utilisée dans ce qu'on appelle les systèmes à clé publique.
Et donc Shannon avait proposé d'utiliser des problèmes difficiles à la fin des années 40, et ça a été mis en œuvre à la fin au milieu et à la fin des années 70. Et donc l'exemple classique, c'est le système RSA, si vous en avez déjà entendu parler. Je sais qu'au moins en terminale, dans les options maths, on parle un peu du RSA, par exemple. Et donc, si vous voyez passer ça, ça vous rappellera quelque chose. Donc, c'est des algorithmes de chiffrement qui sont assez agréables parce que la clé de déchiffrement et la clé de chiffrement ne sont pas les mêmes dans ces algorithmes, et en particulier, donc celui qui déchiffre, sa clé, elle est bien sûr secrète. Par contre, celui qui chiffre n'a pas besoin d'avoir une clé secrète. Donc ça, c'est assez agréable. Donc ces systèmes-là, on les aime bien. Alors en plus, les profs de maths, ils les aiment bien parce qu'il y a plein de maths dedans. Le problème, c'est qu'ils sont très pratiques parce qu'il n'y a pas besoin de s'échanger un secret au préalable, puisque la clé de chiffrement est publique. Le problème, c'est qu'en fait, ces systèmes-là, ils posent plein de questions. La première question, c'est d'abord, il faut être sûr de la sécurité et il faut étudier les problèmes. C'est pas de dire que les gens ont regardé le problème de la factorisation depuis des siècles et ils n'ont pas réussi à trouver des algorithmes efficaces, ça suffit pas tout à fait. On améliore encore les algorithmes de factorisation et on ne sait pas démontrer qu'il n'existe pas d'algorithme plus efficace que ce qu'on sait. Donc peut-être qu'un jour, on va y arriver. Faut se méfier aussi parce qu'on sait que si on sait fabriquer un ordinateur qu'on appelle quantique, qui repose sur la physique quantique, pour le moment on ne sait pas le faire, il sera très facile de factoriser. Donc si un jour on arrive à faire ça, alors le plus gros qu'on sache construire à l'heure actuelle, il sait factoriser 15, donc pour le moment ça va, on est un peu tranquille. Mais si un jour on arrive à faire ça, tous ces systèmes-là, on ne va pas pouvoir les utiliser. Et puis le problème là, qui est très actuel, qui se pose si on utilise ces systèmes-là, c'est que factoriser un nombre de la taille de celui que je vous ai montré, vous imaginez que c'est pas facile, mais ça veut dire que votre système cryptographique, il va manipuler des nombres qui ont des tailles comme ça. Et ça, c'est pas forcément très agréable, et en particulier, ça veut dire que ça va être lent. Et si vous faites, ce qui est par exemple souvent le cas, si votre système cryptographique il est implémenté en hardware par un circuit, alors là, si vous avez ça dans votre téléphone, par exemple, vous allez vider votre batterie en un rien de temps si vous chiffrez vos communications avec un système comme ça. Donc, vous voyez, typiquement, le système RSA qui utilise la factorisation, quand vous voulez chiffrer, vous allez réussir à chiffrer de l'ordre de 1 mégaoctet par seconde, et pour déchiffrer, ça coûte beaucoup plus cher, c'est de l'ordre de 10 kilooctets par seconde. Donc là encore, si vous faites du streaming avec ça, ça va pas être une très bonne idée. Donc dans la vraie vie, ça veut dire qu'on a besoin de faire autre chose. Et le autre chose, c'est la deuxième chose que proposait Shannon, il va falloir faire des systèmes qui vont plus vite que ça. Donc on va vouloir avoir des systèmes qui, en chiffrement et en déchiffrement, atteignent au moins la centaine de mégaoctets par seconde, sinon ça va pas nous plaire. Et puis des systèmes qu'on arrive à implémenter sur des petits circuits. Un exemple que j'aime bien donner, c'est celui-là, pour vous convaincre qu'on a besoin de systèmes qui ne soient pas des systèmes comme le RSA qui manipulent des nombres de 300 chiffres. Ça, c'est Monsieur Dick Cheney. Je pense que vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir de qui c'était. C'était le vice-président de Bush pendant la guerre en Irak. C'était un individu un peu moyennement sympathique, mais qui réfléchissait quand même à la sécurité informatique. Et ce monsieur, on a su relativement tard, en 2013, qu'il avait un défibrillateur cardiaque implanté. Donc un défibrillateur cardiaque, vous voyez, c'est comme un pacemaker, mais en plus, il y a une fonction quand le cœur s'arrête de battre, quand les gens font un arrêt cardiaque, ça fait comme un défibrillateur que vous avez, donc ça fait un choc pour que le cœur soit réactivé. Et donc, c'est un truc assez classique, il y a plein de gens qui ont des défibrillateurs cardiaques. Et quand même, Dick Cheney, il avait réfléchi, donc c'est des trucs, évidemment, c'est implanté. Donc, il n'y a pas de fil, ça se règle pas en fil. Donc, vous avez une fonction sans fil qui permet de régler, d'interroger, etc., le défibrillateur. Et Dick Cheney, il avait réfléchi, et comme il faisait partie des gens qui terrorisaient les terroristes, il avait très très peur des terroristes, et il s'était dit, oulala, dès que je vais dans une réunion publique, si ça se trouve, il y a un terroriste, il va prendre le contrôle de mon défibrillateur cardiaque, et puis il va lui donner des chocs et je vais mourir. Et donc il avait obtenu de ses médecins l'autorisation de l'arrêter à chaque fois qu'il allait dans un meeting, dans une réunion publique. Et donc ça veut dire que effectivement, quand vous avez un défibrillateur cardiaque, un truc comme ça, ça veut dire qu'il faut un petit peu de sécurité, il ne faut pas que n'importe qui puisse prendre le contrôle de ce truc-là, mais le défibrillateur cardiaque, c'est quelque chose qui a une batterie. Et pour changer la batterie, faut opérer les gens.
C'est une anesthésie générale pour changer la batterie. Typiquement, les batteries qu'on sait faire à l'heure actuelle pour un défibrillateur cardiaque, comme ça, pacemaker, faut la changer tous les 2 ans. Donc, bon, les médecins, ils aiment pas trop qu'on leur mette de la sécurité parce que ça pompe sur la batterie. Et donc, si on dit, bah, c'est pas grave, nous, on vous met un peu de crypto là-dedans, mais au lieu de changer la batterie tous les 2 ans, ça sera tous les 6 mois. Ils aiment pas trop. Donc, pour ce genre d'application-là, c'est vraiment, alors ça, c'est les cas extrêmes, hein, c'est autre chose que votre batterie de téléphone. De toute façon, votre batterie de téléphone, c'est pas la crypto qui va l'user, c'est plein d'autres choses. Pour ce genre d'application extrême, on a besoin de faire des systèmes qui, on peut pas utiliser le RSA, mais des choses qui soient beaucoup plus légères que ça. Et donc, les systèmes qu'on utilise, c'est des systèmes qu'on appelle symétriques ou encore à clé secrète. Et c'est les systèmes auxquels vous pouvez penser, c'est-à-dire que Bob et Alice partagent un même secret qui est quelque chose de court. Et donc je vais juste vous donner un exemple de comment on fait ça. Moi, c'est le genre de système sur lesquels je travaille. Comment on fait, donc il y a d'autres techniques, hein, mais une des techniques pour réaliser des bons systèmes comme ça. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé du chiffrement de Vernam, ce fameux système de chiffrement qui a une sécurité parfaite. Et vous vous souvenez, ça consistait à prendre les lettres du texte clair, les unes après les autres, et à leur ajouter une lettre de la clé, et c'est ça qui obtenait le chiffré. Et donc on a dit, oui, le problème c'est que pour avoir une sécurité parfaite, il faut que cette clé, ça soit une suite aléatoire qui soit aussi longue que le texte clair, et donc ça c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas se l'échanger. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de faire la même chose, mais presque. On va dégrader ce système de chiffrement. Et donc, au lieu d'utiliser une suite aléatoire, aussi longue que le clair, on va utiliser une suite pseudo-aléatoire. Donc, quelque chose qu'on va générer à partir d'un secret. Le voilà, ce secret, c'est toujours la clé, hein, c'est l'initialisation. Et à partir de cette initialisation, eh ben, on va générer une suite très, très, très longue, aussi longue qu'on veut, mais qui va ressembler à de la aléa, mais qui ne va pas être du vrai aléa. D'accord? Et donc, celui qui est à l'autre bout, bien sûr, c'est comme tout à l'heure, hein, il fait la même manip, il régénère la même suite et il a soustrait au texte. Et donc qu'est-ce qu'il faut pour que ce système soit sûr? Eh bien, il faut que ce qui sort de ce générateur pseudo-aléatoire, ça soit indistinguable de l'aléa. Donc, imaginez, hein, vous générez le loto avec, comme ça, vous avez un tout petit secret, et vous générez les numéros du loto pendant des siècles, et il ne faut pas que quelqu'un puisse deviner le prochain tirage du loto. En gros, c'est un petit peu ça le problème. Alors, vous avez peut-être déjà vu des générateurs pseudo-aléatoires. Je ne sais pas en quoi vous programmez, là, si c'est du C, du Java ou je ne sais pas quoi, pendant votre stage. En C, il y a dans tous ces langages de haut niveau, il y a des fonctions qui s'appellent rand, random, ou ce que vous voulez. Et là, je vous ai mis rand dans C, qui est une mauvaise fonction, un mauvais générateur aléatoire, mais il est simple. Et donc, c'est une fonction, vous l'appelez, ça vous sort un nombre, un entier, qui est un nombre aléatoire. Là, je l'ai pris modulo 100, donc j'ai tronqué pour pas avoir des nombres trop grands. Donc, vous voyez, si je fais une boucle et que je fais 10 appels dans mon programme à cette fonction rand, et ben voilà, ça me donne une suite de 10 nombres. Donc là, je vous dis, ils sont entre 0 et 99, qui ont l'air aléatoires. Si j'exécute une deuxième fois mon programme, j'obtiens la même. On a l'air de penser, c'est un peu bizarre, c'est pas très aléatoire. Bah, c'est simplement parce que rand, c'est vraiment un générateur comme ça. C'est-à-dire, une fois que tant que vous changez pas l'initialisation, si vous faites tourner votre générateur, bah, ça sort toujours la même suite. Et donc pour rand, c'est un générateur pseudo-aléatoire. Vous pouvez changer l'initialisation. Par défaut, l'initialisation, c'est 1. Mais si vous avez envie de la changer à chaque exécution, ce qui est souvent le cas, qu'est-ce que vous faites? Pour changer l'initialisation, on utilise une fonction qui s'appelle srand ou srandom, si vous utilisez random. S, c'est pour seed, c'est pour la graine, pour l'initier. Donc pour dire qu'on change l'initialisation. Et qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis en train de dire que j'initialise mon générateur pseudo-aléatoire avec la sortie de la fonction time, donc ce qui va me donner le temps en millisecondes depuis 1970. Et donc ça, c'est un truc, à chaque fois que je vais exécuter mon programme, et ça va changer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'exécute mon programme, la valeur de l'initialisation change, et donc j'ai une nouvelle suite qui a l'air aléatoire. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et donc, comment c'est construit, un générateur pseudo-aléatoire comme ça? C'est simple, vous avez votre clé secrète. En général, on la fait passer un peu dans une moulinette. Et puis, cette clé secrète, elle vous donne ce qu'on appelle un état initial. C'est l'état de votre générateur. Et à partir de cet état initial, vous sortez un bit ou quelques bits ou un petit entier qui est généré à partir de cet état initial. Donc, par exemple, cet état initial qui est obtenu à partir de la clé secrète, vous pouvez prendre les 10 derniers digits ou quelque chose comme ça. Ou alors seulement, vous sortez 0 s'il est pair et 1 s'il est impair. Donc, avec ça, vous obtenez la première
le premier digit, le premier bit de votre clé. C'est ça que vous allez ajouter au texte clair pour obtenir le texte chiffré. Et puis en fait, on n'en veut pas qu'un, hein, on veut que ça soit quelque chose de très très long. Donc on va appliquer à notre état interne une fonction de transition, la fonction qui calcule l'état interne suivant, et puis on recommence. Et puis on change l'état interne et on recommence, et comme ça, on obtient une suite qui est aussi longue qu'on veut. Donc rand, on sait, ça fait ça. Et donc qu'est-ce qu'on veut quand on est un attaquant, quand on veut casser le système? Eh bien on suppose qu'on connaît la sortie, ce qui sort de là. Et ce qu'on veut, c'est que on ne soit pas capable de prédire ce qui suit. Donc vous imaginez, vous connaissez 1000 ou 1 million de sorties comme ça, de S0 jusqu'à S0, S1 million, et puis vous voulez que ça soit impossible de prédire le suivant. Et encore mieux, il faut surtout que ça soit impossible de retrouver la clé qui est là-haut. Et donc si on regarde un petit peu rand, par exemple, voilà, vous êtes un attaquant, je vous dis voilà, la suite c'est ça, et maintenant, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est S5? Ou est-ce que vous pouvez savoir ou est-ce que vous pouvez avoir un peu d'informations, ou est-ce que vous pouvez retrouver la clé? Alors ça, en général, si je vous dis juste, je vous donne ça, je vous dis pas ce que c'est, et je vous dis trouver le suivant, ça, c'est pas facile, même si je vous en donne beaucoup plus. Et c'est pour ça que ce générateur rand, il est bien quand vous faites des simulations numériques, ça ressemble un peu à de l'aléa. Le problème, c'est qu'en cryptographie, un attaquant, vous rappelez-vous des principes de Kerckhoffs, un attaquant, il sait comment il a été produit. Il sait comment cette suite a été produite. Ce qu'il ne sait pas, c'est le secret, c'est la clé. Donc en fait, il sait que cette suite-là, c'est la sortie de cette fonction rand. Ça, c'est la fameuse fonction rand du C, qui est une fonction qui est relativement simple. Vous voyez, l'état, c'est ce qui s'appelle next, l'état interne. Donc au départ, next, il est initialisé par le secret. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? À chaque fois que vous voulez sortir quelque chose, à chaque laps de temps, vous multipliez next par ce nombre, vous lui ajoutez ça, c'est des entiers, donc ça va tronquer quand ça devient grand. Et puis, vous allez retourner un petit bout de cet état interne, exactement comme sur le dessin de tout à l'heure. Donc, et une fois que si vous savez que votre suite là, elle sort de ce générateur-là, la seule chose qui est secrète, c'est la valeur de next tout au départ, et bien en fait c'est très très facile de retrouver que la valeur de départ, c'est ça. Il y a des algorithmes qui sont... Alors il faut plus que 5 sorties, il en faut un peu plus, mais il y a des algorithmes assez simples qui montrent que ça c'est vraiment un très mauvais générateur aléatoire pour la crypto. Celui-là il est même assez mauvais pour à peu près tout. Voilà, et donc notre travail c'est trouver des bons générateurs pseudo-aléatoires, par exemple, pour la cryptographie. Et comment on a fait ça? Pour vous donner une idée, les cryptographes ils sont assez joueurs. Donc on a fait une compétition internationale, par exemple, qui s'est achevée en 2008 pour faire ça. Donc on aime bien faire ça pour définir des standards, pour définir des bons systèmes. On fait un concours international et on dit à tous les cryptographes, allez-y, on voudrait un générateur pseudo-aléatoire qui a telle et telle propriété d'implémentation. Faites-nous des propositions. Donc les gens, ils soumettent, ils font des nouveaux systèmes, ils les proposent, toutes les propositions deviennent publiques. Donc vous imaginez, là, en 2005, on a eu 34 propositions de générateurs pseudo-aléatoires qui ont été reçues. Et toutes ces propositions sont rendues publiques, et à ce moment-là, on organise des conférences. Et les gens, pendant les conférences, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous avez un concours comme ça, avec 34 candidats, si vous avez proposé un candidat, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner. Vous voulez être le concepteur du nouveau standard. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Il faut casser ceux des voisins. Donc, on organise des colloques dans lesquels on présente des attaques contre les systèmes des voisins. Donc vous avez 34 équipes qui se cassent leur système entre elles, et puis à la fin, on compte les survivants. En gros, Et alors, évidemment, il y a la sécurité, et puis on tient compte aussi de l'implémentation. Il y en a qui vont plus ou moins vite, il y en a qui sont plus ou moins appropriés pour être implémentés par des petits circuits, etc. Et donc, typiquement, dans ce concours-là, les 34 sont devenus 7 générateurs pseudo-aléatoires, avec des propriétés diverses et variées d'implémentation, qui sont les générateurs pseudo-aléatoires qui sont recommandés par la communauté cryptographique. Et si jamais ça vous amuse, il y a une compétition en cours, pas pour des générateurs pseudo-aléatoires, mais pour un autre type de chiffrement en ce moment qui s'appelle César. Vous pouvez aller voir sur cette adresse, il y a 54 propositions qui ont été soumises, et vous pouvez aller voir, et les gens continuent à s'attaquer. Voilà, juste une dernière chose. Pour finir, pour que
vous partiez pas avec une idée un peu fausse. Moi, mon travail, c'est de concevoir des nouveaux systèmes et bien sûr d'attaquer ceux des voisins. Mais ça, c'est un tout petit bout de la cryptographie. La conception de systèmes, de bons systèmes, aussi bons soient-ils, ne fait pas tout. Pourquoi ? Parce que les systèmes, il faut les implémenter. Et quand on les implémente, il peut y avoir des problèmes de sécurité qui viennent de l'implémentation et pas du système. Par exemple, quand votre système il est implémenté sur une carte à puce, un circuit qui est de petite taille, il peut y avoir des informations sur la clé qui sortent, qui fuient du système, des fuites d'informations, simplement qu'on obtient en mesurant, par exemple, les émanations électromagnétiques de votre circuit. Donc vous branchez un oscilloscope, là, vous mettez votre puce là-dedans, et puis vous allez pouvoir observer sur votre oscilloscope plein de choses qui en fait vous donnent de l'information sur des paramètres que vous n'êtes pas censé avoir, sur des paramètres secrets de votre système. Si vous avez du logiciel, c'est pareil. Dans le logiciel, vous imaginez que vous faites des accès mémoire à un tableau. Si votre tableau il est un peu gros, suivant le temps que le temps de réponse qui va être mesuré, vous pouvez savoir si en fait vous êtes en train de regarder, où est-ce que vous êtes en train de regarder dans la mémoire. Si vous êtes en train de regarder dans le cache de niveau 1, le cache de niveau 2, dans la RAM, etc. Donc ça vous donne une information. Et donc on appelle ça des attaques physiques, c'est des attaques sur l'implémentation qui sont complètement différentes des attaques que je vous ai présentées. Votre système il peut être très sûr et avoir des problèmes, et son implémentation peut avoir des problèmes comme ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que vous implémentez votre système. Même si votre système il est correct, que l'implémentation n'a pas de problème de sécurité, reste encore qu'il y a un être humain entre la spécification du système et le résultat. Et donc, ce qui est implémenté, c'est pas forcément ce qui correspond aux spécifications. C'est pour ça que vous entendez une nouvelle faille de sécurité sur OpenSSL, parce que celui qui a implémenté, voilà, il fait ce qu'il peut. Alors, parfois, ça veut dire que parfois, c'est pas fait exprès, et puis il y a une faille de sécurité dans un protocole compliqué, il y a un truc auquel on pense pas dans l'implémentation, et voilà. Il y a un moment, il y a une clé qui se promène, et voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on fait travailler mes collègues qui font de la vérification automatique de programmes, qui essaient de faire des programmes dont on peut prouver qu'ils font bien ce qu'ils sont censés faire, et pas autre chose. Et puis après, on fait aussi implémenter la cryptographie, c'est pas toujours très facile, et on n'écrit pas les cryptographes, ils expliquent pas toujours bien ce qu'ils veulent faire, et donc on arrive à des choses amusantes, comme ça c'était il y a 5-6 ans, il y a plein de gens qui essayaient pour des tas de bonnes raisons, sur la PlayStation 3, la PlayStation 3 elle était verrouillée en fait, il y avait que du code de Sony qui pouvait tourner dessus, et en fait les processeurs avaient des propriétés assez intéressantes, donc tout le monde avait envie de faire tourner Linux dessus. Et donc il y avait un système qui protégeait les droits d'auteur, un système de DRM, qui faisait que c'était verrouillé et c'était seulement le code de Sony qui pouvait tourner dessus. Et ça, c'était fait avec de la crypto. Et dans ce protocole-là de crypto, à un moment, il y avait besoin d'un générateur pseudo-aléatoire. Et en fait, ce système, il a été cassé simplement parce qu'ils se sont rendus compte en regardant l'implémentation que le générateur pseudo-aléatoire, en fait, il sortait toujours 3. C'est-à-dire qu'à un moment dans les spécifications, il y avait écrit choisir un nombre aléatoire, et celui qui avait implémenté, ou il n'a pas compris, ou il avait autre chose à faire, ou il a trouvé qu'il pouvait aller plus vite, en dur, il a écrit je choisis 3. Et donc ça a donné lieu à plein de blagues dans la communauté. Vous voyez le générateur aléatoire là, return 4. Donc il retourne toujours 4 et c'est marqué mais il est vraiment aléatoire. Il a vraiment été choisi en lançant un dé et tout ça. Donc, voilà, donc ça c'est pour vous dire que il y a encore un énorme fossé entre ce qu'on fait, ce qui sort de la tête d'un cryptographe et ce qui arrive dans une machine. Il peut se passer plein de choses et il y a plein de domaines de l'informatique, pas que la crypto, qui sont impliqués là-dedans. Honteusement, je m'excuse. Je réponds à toutes les questions. Ouais. Alors, ça, c'est un des problèmes de la crypto.
il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire est de dire, à un moment, ils se rencontrent et ils s'échangent une clé. S'ils se rencontrent physiquement, on peut imaginer que ça va. Pour vous donner historiquement ce qui se passait, par exemple, à l'époque où on utilisait le chiffrement pendant la guerre, on utilisait le chiffrement de Vernam pour les transmissions diplomatiques, et les soviétiques, par exemple, utilisaient ça entre, c'est une histoire rigolote, ils utilisaient ça entre Moscou et les ambassades soviétiques qui étaient sur le territoire américain. Et donc les clés, elles arrivaient par bateau, protégés, tout ça, bateaux soviétiques. Et puis à un moment, il y a eu le blocus de l'Atlantique et les bateaux, ils n'arrivaient plus. Et donc il n'y avait plus de clés. Et donc, voilà, c'est le cas de figure, impossible de résoudre le problème, et les opérateurs comprenaient bien que c'était un problème, puisque le système, évidemment, sa sécurité s'écroule quand on réutilise la clé. Et donc les opérateurs se sont mis d'accord pour dire, bon voilà, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va réutiliser les mêmes clés, mais on va les prendre à l'envers. Et ils ne pouvaient pas faire grand-chose, et ils se sont mis d'accord sur ça, mais évidemment, les Américains l'ont su, et ils se sont mis à enregistrer toutes les communications. Et en fait, c'est ça qui a fait que on a incriminé les époux Rosenberg sur la transmission des secrets atomiques. C'est parce que les Américains ont réussi à décrypter toutes les communications soviétiques qui avaient été chiffrées comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas toujours facile à résoudre. En pratique, maintenant, ce qu'on savait pas faire dans les années 40 et qu'on sait faire maintenant, c'est qu'on connaît les systèmes dont j'ai parlé très rapidement, qui sont ces systèmes à clé publique, donc qui sont ces systèmes dans lesquels, si je reviens au début, hop, où est-ce qu'ils sont, Alice et Bob, les voilà, dans lesquels en fait Bob, pour déchiffrer, il a un secret, mais Alice, elle a une clé qui n'est pas un secret. Donc là, Alice et Bob, ils peuvent s'échanger des données confidentielles sans avoir à s'échanger un secret avant. Le problème, c'est que ça, c'est hyper lent. Mais ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on utilise un système comme ça pour s'échanger quelque chose de très court, qui va être la clé. Donc la clé, on utilise typiquement le RSA pour s'échanger la clé. Et une fois qu'on a fait ça, ce truc coûteux, on l'a fait une seule fois et on l'a fait pour des données courtes, enfin pour des messages courts. Donc c'est pas vraiment un problème. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on s'est échangé la clé. Et à ce moment-là, on va utiliser cette clé dans un système rapide, dans un générateur pseudo-aléatoire ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Non. Ouais. Ouais, on a fait ça pendant longtemps, ouais. Bon, alors ça c'est pas terrible parce qu'on a fait ça pendant longtemps et on n'avait pas beaucoup de diversité dans les bouquins qu'on utilisait. Donc en général c'était assez souvent la Bible. Ça aidait quand même comme information. Bon, même si l'édition peut changer et tout ça. Et c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était vraiment la stratégie qu'on avait où on voulait absolument récupérer le bouquin. Une fois que vous avez récupéré le bouquin, ça devient un petit peu compliqué. Pour vous donner une idée, un système qui est encore, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film sur Turing, Imitation Game. Bon, le Enigma qu'on voit là et qui a été cassé par Turing, c'est encore un système qui de nos jours est pas facile à casser. Hein, il y a beaucoup de clés possibles, donc c'est vraiment des systèmes sophistiqués dans le sens ce que vous racontez avec le livre de code. Évidemment, de toute façon, dès le début du XXe siècle, on est passé à des procédés cryptographiques mécanisés. Donc vous voyez, dans Enigma, c'est une machine avec des rotors, ça tourne et tout ça. C'était plus possible de faire ça. Par un être humain avec un bouquin. Le système que vous racontez, c'est typiquement, on utilisait encore ça à la fin du 19e, pendant la guerre de sécession et tout ça, ils avaient encore des systèmes avec des livres de code. Et donc la mécanisation de la crypto, les machines à chiffrer, ça date des années 20, donc typiquement c'est Enigma. Donc.
Et je reste avec vous, comme ça je réponds à toutes les autres questions.